Bonjour à tous, alors nous allons faire une interview avec Clément Rambourg qui est maître de conférence en informatique au CNAM et qui va nous parler des IA génératives et puis surtout des prompts. Bonjour Clément. Bonjour Cécile. Alors Clément, est-ce que tu peux déjà peut-être nous expliquer quelle est la différence entre les IA et les IA génératives? Bien sûr. Alors, tout d'abord, dans la plupart des IA classiques, ce qu'on entend, c'est qu'on a fourni une information exogène, type des labels, des annotations, pour résoudre un problème de reconnaissance. Donc, un exemple type, c'est on a des images, type des images de chiens, de chats, de voitures, et pour chacune de ces images, on a l'étiquette associée, c'est un chat, un chien, une voiture, et on a une IA, en fait, qui doit appairer les deux. Donc, elle propose des étiquettes, on compare à à la vérité qu'on a sous la main, et on met à jour l'IA pour qu'elle soit la plus performante possible. Alors ça marche très bien, ça fait longtemps que ça marche, enfin longtemps, à l'échelle de l'IA qui se développe assez vite, donc ça fait bien 4-5 ans que ça marche vraiment très bien. Et la différence avec les IA génératives, c'est que celles-ci sont ce qu'on appelle non supervisées, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'étiquette fournie ici, on va juste prendre les données, extraire de ces données en fait, les statistiques, les représentations de ces données-là, dans le but de pouvoir les reproduire. Donc il y a plusieurs stratégies pour faire ça. Soit on fait des trous par exemple dans les données, on les perturbe et on apprend à retrouver la donnée non perturbée. On peut on peut essayer de partir de quelque chose qui est juste du bruit, qui n'est pas la donnée qu'on cherche, et la transformer peu à peu, cette espèce de donnée floue ou bruitée, en quelque chose qui ressemble le plus possible aux données qu'on a. Alors pour ça, on a besoin de beaucoup de données pour avoir en fait un espace de représentation des images, des textes qui soit suffisamment bien représenté, bien pavé pour savoir en fait qu'est-ce que c'est qu'un texte probable, qu'est-ce que c'est qu'une image probable et bien générée. Wow, donc la grande différence en fait, c'est la façon de traiter les données. Tout à fait, exactement. Alors, est-ce que on peut dire aussi que avant les IA, elles avaient des objectifs par vertical. Il y avait les IA pour la reconnaissance des objets, les IA pour le texte avec les NLP, NLU, et qu'aujourd'hui, avec les IA génératives, on arrive à passer du texte à la vidéo, du texte à l'image, et qu'on a l'impression qu'il y a des ponts qui se font entre les IA. Est-ce qu'on peut dire ça? Alors en quelque sorte, en fait, on a parlé en gros des tâches qu'on pouvait faire avec les différentes IA qui étaient classification, reconnaissance ou génération. On n'a pas parlé de ce qu'il y avait un peu dans le moteur sous le capot. Il y a une autre innovation là-dedans qui est un certain type de modèle, un certain type d'IA qu'on appelle transformer. En fait, c'est des modèles très performants, très lourds à entraîner, mais quand même très performants. Et ces modèles, en fait, sont très bons pour la multimodalité. Donc, on a des modèles qui sont facile, entre guillemets, à entraîner sur des corpus hétérogènes avec des données qui soient du texte, de l'image, de la vidéo, pour avoir des représentations communes en fait de ces données qui pour nous sont différentes, mais pour le modèle ensuite sont vraiment un espace commun de représentation. Et donc, comme ça, on peut générer soit du contenu hybride, texte-image, soit générer de l'image basée sur un texte ou un texte basé sur une image de façon assez performante. Waouh! Donc c'est bien la technologie des transformers qui a donné un peu naissance à ces IA génératives. Donc Oui, c'est vrai, ça leur a donné un boost conséquent. voilà. Alors est-ce que tu peux nous parler de ChatGPT, de Midjourney, de ce que tu fais toi dans ton métier et qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, donc déjà ChatGPT, Midjourney. Donc ChatGPT, c'est une IA conversationnelle, un chatbot, qui a été entraîné par OpenAI. Donc c'est un gros modèle de langue avec plein de paramètres dedans, qui a été appris sur plein de textes tirés du web. Donc ChatGPT, en fait, la tâche d'apprentissage est assez simple, c'est-à-dire qu'on prend des textes, on en cache des bouts, enfin, typiquement, on prend un bout de phrase, on cache la suite, et ChatGPT, à l'entraînement, doit compléter cette phrase mot par mot. Et donc là, on sait ce qu'on est censé retrouver, on sait les séquences, les corpus qu'on est censé retrouver, et à lui de se débrouiller le mieux possible pour ça. Donc en fait, la quantité de données disponibles sur le web et la taille des modèles qui sont appris fait que ce modèle est particulièrement performant, très bon en généralisation et même à des propriétés qu'on pourrait dire émergentes, c'est-à-dire qu'il n'a pas été entraîné par exemple pour coder, il n'a pas été entraîné pour
particulièrement pour résumer des textes ou pour faire même de la conversation avec un humain, mais par contre, il y arrive très bien, de façon assez bluffante. OpenAI, donc pardon, Midjourney, c'est un peu différent, c'est une IA qui est entraînée avec un modèle dit de diffusion, donc là on part d'un bruit, donc quelque chose qui est complètement flou, et on va modifier ce bruit peu à peu pour retrouver une image qui ressemble à toutes les images qu'on connaît dans notre jeu d'apprentissage. Donc moi, comment est-ce que je m'en sers de tout ça? Donc il y a déjà une partie recherche qui est comment est-ce qu'on peut partir de ces modèles-là et en faire quelque chose qui peut être les interroger pour... Typiquement, ce que je disais avant, on a des IA qui vont être entraînés à retrouver des choses dans des documents, classifier des objets. Bon, il faut une étiquette, il faut une réponse. Et ça, c'est dur à avoir. On ne peut pas forcément facilement avoir des annotations sur des données. Sauf que maintenant, en fait, on a des IA très fortes et très performantes qui font ça relativement bien. En tout cas, on peut les interroger pour savoir, mettons que j'ai des images de chiens, de chats, de tel type de chien, telle race de chat, qu'est-ce que je suis censé retrouver comme attribut dedans? Et ChatGPT va me les fournir. Une autre IA entraîner texte et images pourrait même essayer de me localiser un peu les différents attributs. Bon, ça c'est des très gros modèles, on ne peut pas vraiment les entraîner nous-mêmes, mais on peut essayer de voir d'une part comment est-ce qu'on peut les combiner entre eux, comment est-ce qu'on peut utiliser des IA génératives pour créer soit des annotations, soit des données d'entraînement, comment est-ce qu'on peut aussi voir leurs limites, c'est-à-dire où est-ce qu'ils vont se tromper. ChatGPT est très fort pour créer du texte, mais très fort aussi pour se tromper de façon assez vraisemblable. Donc, quelle garantie on peut avoir dessus? Est-ce qu'on peut le quantifier? Et est-ce qu'on peut avoir des indices de ça c'est un contenu qui est vraisemblable, ça non, c'est une invention. Voir aussi, ça c'est un contenu qui a été fait par ChatGPT, et ça c'est plutôt quelque chose de fait par un humain, ce qui est aussi une information intéressante. Après, donc ça c'est l'aspect recherche. Dans l'aspect recherche, on a ces modèles-là. A priori, ils sont trop gros pour les entraîner nous-mêmes, mais on va essayer de voir leurs limites, de jouer avec, de les combiner entre eux. Maintenant, il y a aussi l'aspect utilisation un peu dans la vie de tous les jours. ChatGPT, moi, je m'en sers de plus en plus, soit pour tout ce qui est correspondance. Donc, j'ai des mails à écrire, des mails admin, je dois converser avec les gestionnaires pédagogiques, les gestionnaires recherche, déposer un appel à projet, poser des questions sur cet appel à projet, quels sont les guidelines, etc. Moi, j'ai tout dans ma tête, toute une liste de questions ou de tâches à faire, et en fait, je peux les donner à ChatGPT pour qu'il mette la viande sur les os. Donc, je dis voilà le ton que je suis censé avoir, voilà qui je suis, parle à ma place et pose cette question-là dans un mail. Et pour cette tâche, ChatGPT est assez bon, assez fort, et ça fait gagner du temps en soi. Donc après, ça, on peut le développer dans différentes modalités, hein, c'est-à-dire qu'on veut donner une évaluation ou faire une review sur un contenu. Donc pareil, on peut fournir un résumé, par exemple, du contenu dont on parle, des bullet points, donc une liste des points à aborder, le ton, le jugement final qu'on apporte sur le contenu, et ChatGPT va faire un premier jet de cette review. Un premier jet, ça se travaille ensuite, mais c'est quand même beaucoup plus facile de partir d'un premier jet qui est écrit que de l'écrire soi-même. Ensuite, je vous disais, il faut d'abord utiliser un résumé, il faut fournir un résumé, mais en fait, ChatGPT peut le faire lui-même. C'est même un outil qui est assez utile pour extraire des connaissances. Donc, si on fournit un texte à ChatGPT, ou même un corpus, beaucoup de textes, ChatGPT est à même d'ingurgiter tout ça et de sortir un résumé ou des points particuliers pour nous répondre à des questions d'un utilisateur. Et c'est d'ailleurs pratique si, par exemple, on a à faire un texte qui est scientifique ou un texte qui est un peu touffu, un peu dur à prendre en main, et qu'on ne veut pas forcément rentrer dans les détails, mais on veut des réponses à des points clés, précis. ChatGPT est plutôt bon pour ça. Merci beaucoup. Donc Clément, dernière question très rapide. Quelle est ta potion magique pour faire un bon prompt? Alors, il y a plusieurs outils plusieurs astuces qui sont utiles. C'est d'une part de bien lui indiquer le format qu'on attend. Est-ce qu'on attend une liste? Est-ce qu'on attend un code? Est-ce qu'on attend un paragraphe? Donc voilà, donc bien dire quel est le format, la structure du texte. Ensuite, lui indiquer le plus de contraintes possible. En fait, plus on détaille la sortie, plus on donne des contraintes à ce qu'on veut, plus on a quelque chose d'intéressant. Donc on peut lui donner des contraintes sur le ton, aussi sur la taille du texte. Il ne va pas la respecter vraiment au mot près, mais ça lui donnera une idée.
des contraintes sur les thématiques abordées. Et ensuite, quelque chose qui marche assez bien pour ChatGPT, c'est de lui donner un narratif, en fait. C'est-à-dire lui dire, OK, maintenant, tu n'es pas ChatGPT, tu es, mettons, un chercheur académique dans tel domaine, tu fais ça depuis 20 ans, et tu veux écrire tu vas faire une présentation, mettons, sur tel sujet, qui est une présentation qui va durer 20 minutes. Je veux un plan détaillé de cette présentation, voilà. Et voilà le prompt qu'on pourrait donner. ChatGPT donnera un plan, peut-être un peu trop touffu, mais quand même un plan détaillé plutôt bon, comme un premier jet. Et ça, c'est une bonne façon de parler avec lui. Lui faire lui-même endosser un rôle, ça marche assez bien. Après, parfois, on ne sait pas exactement ce qu'on veut demander à ChatGPT. C'est-à-dire qu'on peut se dire, OK, je vais utiliser ChatGPT parce que oui, il est bon, il est fort, mais je ne sais pas exactement quoi lui demander. On peut lui demander même de mener la danse. On peut lui dire, OK, maintenant, il faudrait que tu, mettons, je veux apprendre sur tel sujet. Tu vas te comporter comme un prof, comme un teacher, et tu vas poser les questions pour t'assurer que j'ai bien compris telle thématique, tel sujet. Est-ce que c'est bien compris? Maintenant, c'est parti. Et ChatGPT, dans ce cadre, typiquement, va demander quels sont les prérequis, d'où on part, est-ce qu'on connaît telle chose, et puis va dérouler une sorte de, va en fait va chercher de l'information en posant des questions à l'utilisateur. Donc, bon, c'est limité, hein, c'est pas un vrai prof, bien sûr, mais ça permet en fait d'avoir une idée de ses connaissances à soi, ce qu'on ne connaît pas, et ensuite quelles questions on va lui poser par la suite. Voilà. Et puis après, il y a d'autres astuces qui sont un peu des recettes de cuisine. Pour ça, c'est bien d'aller sur des forums spécialisés. Il y a des utilisateurs qui aiment les relever, en faire des catalogues. Donc, typiquement, pour les gens que ça intéresse, il y a un Reddit pour ça. Il y a d'autres. Même sur OpenAI, il y a un petit guide de prompt qui peut être utilisé. Un immense merci Clément, c'était passionnant. Donc vraiment merci pour ce beau partage. On retiendra au moins 3 idées. La première idée, c'est la différence entre les IA et les IA génératives qui sont basées donc sur les transformers et qui proposent en fait des actions multimodales. La deuxième idée, c'est l'ensemble donc des pratiques que tu utilises en recherche, mais qui sont aussi bien sûr déployables dans nos métiers communs pour utiliser ChatGPT et Midjourney. Donc la synthèse, le résumé, il est très fort là-dessus. Et puis la troisième idée, c'est les astuces que tu nous as données pour le prompt. Il faut l'imaginer comme un persona, lui donner un objectif, parfois même le récompenser, lui donner un contexte, surtout la forme, le ton, dialoguer avec lui et pourquoi pas même lui donner un rôle afin qu'il nous pose lui-même des questions et qu'on puisse vraiment engager une conversation. Merci pour ce partage bienveillant et très très utile. À bientôt. Merci Cécile, à bientôt.